Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des urgences médicales les plus redoutables, franchement, l'œdème aigu du poumon, qu'on appelle aussi l'OAP. Et là, on parle d'une véritable course contre la montre, où chaque seconde, littéralement, compte. Alors, pour se faire une idée, imaginez des poumons qui, en l'espace de rien de temps, se remplissent de liquide. C'est comme une inondation, mais à l'intérieur. Une urgence vitale absolue qui peut survenir, tenez-vous bien, en moins de 2 heures. Ok, alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va rencontrer notre patiente, voir son état à l'arrivée. Ensuite, on va jouer un peu les détectives avec les indices cliniques. Après ça, on verra les gestes qui sauvent, les actions immédiates, puis comment on confirme le diagnostic, noir sur blanc, et enfin, on parlera des pièges à éviter, très important, et de la grande question. Est-ce que ça vient du cœur ou des poumons? Allez, c'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. Imaginez la scène. Les portes des urgences s'ouvrent. Une ambulance arrive et à l'intérieur, une patiente dans un état, disons-le, très critique. L'équipe du SAMU nous fait le topo. Une femme de 72 ans, un essoufflement qui est apparu d'un coup, très violent, elle est tellement à bout de souffle qu'elle ne peut même pas finir une phrase. Et puis, il y a ce détail qui nous met tout de suite la puce à l'oreille. Des crachats rosés un peu mousseux. Ça, c'est vraiment le signe quasi pathognomonique, comme on dit. Quand on ajoute à ça ses antécédents cardiaques, eh bien, le puzzle commence à s'assembler très, très vite. Allez, on se rapproche de la patiente, c'est le moment de l'examen clinique. Là, c'est vraiment un travail d'enquêteur. Il faut récolter tous les indices, les uns après les autres, pour confirmer ce qu'on suspecte. Et le premier indice, il est flagrant, sa respiration. Elle est à 32 cycles par minute. Pour donner une idée, la normale, c'est entre 12 et 20. Là, c'est un effort colossal. Ses muscles respiratoires sont en train de tout donner juste pour faire entrer un peu d'air. Deuxième indice, et là, le voyant passe vraiment au rouge. Sa saturation en oxygène, 82%. C'est extrêmement bas. On est en plein dans ce qu'on appelle une hypoxie sévère. Concrètement, ça veut dire que son sang n'est plus assez oxygéné pour nourrir correctement ses organes. Et les premiers à souffrir, bien sûr, c'est le cerveau et le cœur. Et là, on tient probablement le grand responsable. Sa tension, 190/110. C'est ce qu'on appelle une crise hypertensive. Il faut voir ça comme une pression énorme dans les tuyaux, tellement forte qu'elle pousse le liquide à travers la paroi des vaisseaux sanguins, directement dans les poumons. C'est un véritable cercle vicieux qui s'auto-alimente. L'examen physique vient confirmer toutes nos craintes. Quand on pose le stéthoscope sur ses poumons, on entend ce bruit très caractéristique, comme des bulles qui éclatent. On appelle ça la marée montante, parce qu'on a vraiment l'impression que le liquide monte. Son cœur, lui, s'emballe à 125 battements par minute, de façon complètement irrégulière. Ses jambes sont gonflées d'eau et son agitation, attention, ce n'est pas juste de l'angoisse, c'est son cerveau qui crie qu'il manque d'oxygène. À ce stade, le doute n'est quasiment plus permis. C'est un OAP. Ok, le diagnostic est posé. Maintenant, il n'y a plus une seconde à perdre. On passe en mode action. L'objectif, la stabiliser et vite. La prise en charge, c'est un peu un trio d'actions simultanées. D'abord, un truc tout bête, mais hyper efficace. On l'assoit, les jambes pendantes dans le vide. La gravité va faire son travail et garder une partie du sang dans les jambes. Ça diminue le retour de sang vers le cœur et donc ça le soulage. Deuxième volet, l'oxygène, bien sûr. On commence avec un masque à haute concentration et on se tient prêt à passer à la vitesse supérieure, la ventilation non invasive. Et enfin, troisième volet, les médicaments. Le fameux cocktail diurétique pour faire pisser et évacuer l'excès d'eau et dérivés nitrés pour dilater les vaisseaux et baisser la pression. Alors, attardons-nous une seconde sur cette fameuse VNI, ou CPAP. C'est vraiment l'arme maîtresse dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle ne se contente pas de pousser de l'oxygène dans les poumons. Elle fait bien plus. La pression qu'elle génère va, d'un côté, comme essorer les alvéoles pulmonaires pour chasser le liquide, et de l'autre, et c'est ça qui est génial, elle va aider le cœur. Elle réduit ce qu'on appelle la précharge, c'est-à-dire le volume de sang qui arrive au cœur, et la post-charge, la résistance contre laquelle il doit éjecter le sang. En gros, on lui donne un sacré coup de main. Bon, la patiente commence à se stabiliser, elle respire un peu mieux, la phase la plus critique est peut-être derrière nous. Mais le travail n'est pas fini. Maintenant, il faut 2 choses. Confirmer le diagnostic avec des examens et surtout, trouver le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette crise? On va donc lancer une série d'examens. D'abord, l'électrocardiogramme, l'ECG. On cherche une étincelle, le facteur déclenchant, comme un trouble du rythme qui se serait emballé. Ensuite, l'échographie cardiaque. Là, c'est comme si on mettait une caméra pour voir le moteur, le cœur, et évaluer sa force de pompe. Puis, la prise de sang avec le dosage du NT-proBNP. C'est un marqueur qui nous dit si le cœur est en souffrance, s'il est tendu. Et pour finir, la radio des poumons, qui va nous donner la preuve par l'image, la photo de cette inondation. Maintenant, parlons des pièges. Parce que dans le feu de l'action, avec le stress, il est facile de tomber dans certains panneaux. Connaître ces petites subtilités, c'est souvent ce qui fait toute la différence. Alors, voilà le piège numéro 1. Un grand classique,
l'asthme cardiaque. Le tableau est trompeur. La personne est essoufflée et on entend des sifflements à l'auscultation. On pense tout de suite à une crise d'asthme. Le réflexe est de donner des bronchodilatateurs. Sauf que le problème ne vient pas des bronches, il vient du cœur. Et ces médicaments peuvent être dangereux dans ce contexte. La règle d'or, c'est, devant tout essoufflement aigu avec sifflement chez un adulte qui a des facteurs de risque, il faut d'abord éliminer une cause cardiaque. Et ça, c'est une règle d'or, peut-être la plus importante de toutes, alors il faut bien écouter. Il faut se méfier du calme. Quand un patient qui luttait pour respirer devient tout d'un coup calme, voire somnolent, ce n'est pas un signe d'amélioration. Jamais. C'est un signe d'épuisement. Ses muscles respiratoires n'en peuvent plus. Ils commencent à accumuler du CO2. Et c'est souvent le prélude à l'arrêt cardiaque. C'est totalement contre-intuitif, mais se souvenir de ça, ça peut vraiment sauver une vie. Pour terminer, revenons sur cette question cruciale. Comment, dans l'urgence, on fait la différence entre un problème qui vient du cœur, comme notre OEP, et un problème qui vient des poumons, comme une grosse crise d'asthme ou une décompensation de BPCO? Ces tableaux résument bien les choses. D'un côté, pour l'OAP cardiaque, l'histoire nous parle souvent d'une personne qui ne supporte pas d'être allongée. À l'auscultation, on entend des crépitants, le bruit de l'eau, et le fameux BNP à la prise de sang et dans les chaussettes, très élevé. De l'autre côté, pour le pulmonaire, on a souvent un passé de tabagisme ou d'asthme. À l'auscultation, ce sont plutôt des sifflements, et le BNP, lui, reste normal ou presque. Et pourquoi c'est si important? Parce que les traitements n'ont rien à voir. Se tromper de diagnostic, c'est se tromper de traitement. On termine donc avec cette question qui résume tout. Face à une personne qui a du mal à respirer, quel est le piège à éviter à tout prix? Ça nous rappelle une chose essentielle en médecine d'urgence. La première impression peut être trompeuse. Savoir voir le cœur qui lâche derrière des poumons qui sifflent, c'est sans doute la leçon la plus importante à retenir aujourd'hui.